la beauté est-elle une valeur trompeuse? C'est un titre qui est un peu étonnant, un peu étrange, comme souvent le titre des ateliers philo, peut-être par goût personnel, peut-être par goût de la provocation. Mais en réalité, derrière cette provocation, il y a quelque chose de plus profond. C'est que la beauté, elle nous ravit, elle peut nous stupéfier. C'est une valeur, je vais y revenir, mais elle pose aussi des problèmes. La beauté, elle a posé des problèmes dans l'histoire culturelle, dans la philosophie, et elle pose peut-être des problèmes dans le monde contemporain. Alors qu'est-ce que la beauté? C'est difficile de se prononcer sur cette question, parce que la beauté, c'est forcément déjà une expérience que tout le monde fait, j'espère, ou a fait, ou a pu faire au cours de sa vie. La beauté, ça évoque généralement pour nous un sentiment, le sentiment qu'on éprouve, qu'on peut éprouver devant une belle personne, un bel objet, une belle œuvre. Donc c'est, on peut dire, une expérience, un sentiment, c'est une idée, c'est même un idéal, la beauté, qui est poursuivi par des artistes au cours de l'histoire de l'art. Est-ce que c'est un concept? Ça, c'est une question en philosophie. Est-ce que c'est un concept? Parce que si on dit que la beauté est un concept, ça suppose qu'on peut définir la beauté. Alors évidemment, certains l'ont défini, notamment les Grecs de l'Antiquité, ont défini la beauté. Il y a Polyclète qui a écrit le canon. Canon en grec, c'est le modèle. Si on peut dire, ce sont les normes de la beauté. Donc on a eu des définitions de la beauté. Mais est-ce que la beauté est vraiment un concept? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on peut vraiment définir la beauté? C'est une question qu'on peut se poser. Donc en tout cas, c'est une idée, peut-être un concept. C'est peut-être l'incarnation de quelque chose qui nous dépasse, la beauté aussi, d'une réalité invisible. La beauté, elle nous frappe, généralement, elle est visible, pas que, on va voir qu'il y a des beautés invisibles aussi. C'est peut-être l'incarnation de quelque chose qui nous dépasse, de plus immatériel peut-être, et c'est peut-être la révélation de quelque chose, une beauté peut-être une révélation pour nous, qui est porteuse de sens, etc. Donc la beauté, on peut dire que lui sont associées beaucoup de notions. Il y a un large éventail. Mais en tout cas, la beauté, quoi qu'on en pense, c'est une valeur. On va partir de là parce que c'est le point de départ pour nous. C'est une valeur, pourquoi? Parce que déjà, c'est l'objet d'un jugement de valeur. On est devant un objet, on est devant une œuvre d'art. Même dès tout petit, on peut émettre un jugement de valeur. C'est beau, c'est pas beau. C'est beau, c'est laid. C'est moche, comme disent certains. C'est l'analogue sur le plan de l'esthétique du jugement de valeur morale. C'est bien, c'est mal. Voilà. Donc la beauté, c'est au moins une valeur, c'est l'objet d'un jugement de valeur. Alors il y a une question qui est beaucoup débattue dans l'histoire de la philosophie, qui revient de façon lancinante à chaque fois qu'on aborde la beauté. C'était mon cas, notamment en terminale, et puis même dans le supérieur, quand j'abordais cette question. C'est la fameuse question, est-ce que la beauté est subjective ou objective? On passe un temps fou sur cette question à chaque fois. Donc, c'est pas notre question aujourd'hui. Je vais en dire un petit mot, comme ça, pas pour régler son compte à la question, mais pour la mettre un petit peu de côté. On va la retrouver forcément à un moment donné de notre discussion, mais c'est pas le cœur de notre question d'aujourd'hui. On va pas se prononcer sur la question de savoir si la beauté est subjective ou objective. On va s'intéresser à la beauté comme valeur, et comme valeur, merci, dans nos sociétés contemporaines. Alors un petit mot quand même sur cette question parce qu'on va la retrouver. La beauté, elle est forcément subjective. Elle est forcément subjective parce que, on l'a dit, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est une expérience donc qui est éprouvée à titre subjectif quand même. C'est un sentiment réfléchi, comme dirait Kant, parce qu'il aboutit à un jugement. Donc on réfléchit son sentiment pour aboutir à un jugement de valeur. C'est aussi une idée pour Kant. Kant pense que ça n'est pas un concept. Pourquoi? Parce que quand on dit on peut définir la beauté, on peut donner une définition de la beauté, mais toute définition qu'on donnera de la beauté sera toujours plus pauvre que l'expérience qu'on peut en faire. Ça veut dire qu'on peut donner une définition a priori de la beauté, et puis rencontrer un objet qui n'est pas dans la définition, et puis éprouver un sentiment de beauté. Et on se dit mince, mais c'était pas dans la définition. Ça veut dire qu'il n'y a aucune définition qui peut enfermer a priori l'expérience de la beauté. Ça reste fondamentalement une expérience, un sentiment, donc qui fait naître une idée, l'idée du beau, mais qui n'est pas un concept. Donc c'est pas la beauté de ce point de vue-là, une propriété d'un objet qui se trouve, une caractéristique d'un objet. La beauté, c'est l'effet que cet objet fait sur moi. Tout d'un coup, je suis devant un objet, il me fait de l'effet, si j'ose dire, comme il y a quelqu'un qui peut vous faire de l'effet, et tout d'un coup, vous dites c'est magnifique, c'est beau, c'est très... Voilà. Il y a un effet sur vous. Alors évidemment, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, si on va dans cette perspective, on peut carrément dire que la beauté, elle est purement subjective. Ça, c'est la prise de parti de certains auteurs célèbres, comme par exemple David Hume au XVIIIe siècle. C'est un peu lui que Kant a dans le viseur, d'ailleurs, vous allez voir. David Hume, dans un ouvrage, un opuscule célèbre qui s'appelle « De la norme du goût », « Of the Standard of Taste »,
1757, David Hume dit la beauté elle est purement subjective. C'est-à-dire que la beauté, il dit même la phrase « chacun perçoit une beauté différente ». Alors il y a bien le problème, ça veut dire que pour David Hume, la beauté n'existe pas. Même la beauté d'un seul objet, vous prenez un objet, la beauté n'existe pas. Il y a des beautés, c'est-à-dire chacune des personnes qui va ressentir en elle un sentiment de beauté va ressentir la beauté de cet objet. Et aucun sentiment ne se ressemble, il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de beauté unitaire, ça n'existe pas. Il n'y a que des beautés au pluriel. Alors évidemment, ça pose problème, et c'est pour ça que Kant lui répond dans sa critique de la faculté de juger en 1790, donc quelques décennies après, et Kant dit, oui, bon d'accord, la beauté est subjective, ok, c'est pas un concept, mais il dit, elle est intersubjective. Elle ne peut pas être que subjective, la beauté. C'est pour ça qu'on va en discuter ce matin, c'est très important, parce que si elle n'est que subjective, je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous laisse à votre sentiment personnel, et puis je vous dis, bon, voilà, c'était très bien de vous voir ce matin, je pars avec la caisse quand même. Donc voilà. Pourquoi est-ce que Kant nous dit ça? Kant il nous dit ça parce que la beauté, ce n'est pas une sensation. On ne dispute pas des goûts, des couleurs, quand il le dit. Quelqu'un qui n'aime pas le vin tannique, qui n'aime pas le tanin, il n'aime pas le vin tannique. Quelqu'un qui n'aime pas la couleur rouge, une certaine fréquence, n'aime pas la couleur rouge, on va pas lui reprocher de ne pas aimer cette chose, ça produit un sentiment désagréable. Mais quand on nous dit la beauté, ce n'est pas le jugement du plaisir ou de la douleur, de l'agréable ou du désagréable, c'est une appréciation esthétique. Il y a une différence entre ça me fait plaisir et ça me plaît. Ce n'est pas le même jugement, si vous voulez. L'un est purement subjectif, l'autre il est intersubjectif. Pourquoi est-ce que quand on dit ça? Moi je prends un exemple contemporain. Vous allez voir un film, vous allez voir une œuvre d'art, vous trouvez qu'il est magnifique. Franck m'a conseillé un film que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, je l'ai ouvert dans l'un des onglets de mon navigateur. Vous revenez, vous parlez avec quelqu'un, vous dites ce film est magnifique, la personne a vu le film, vous dit non, le film il est nul. Vous faites comme François Hollande fait de la parataxe, la France elle est belle. Le film il est nul, voyez-vous. Vous exprimez pas. Qui a un certain style. Il parle comme ça, voilà. Là, il revient en ce moment. Bon. Donc, je dis parce qu'on va l'entendre de nouveau. Faites attention à cette parataxe, qui est une figure de style plus ou moins inconsciente. Il met pas le verbe tout de suite, il reproduit le sujet avec le pronom, etc. Mais faites attention. Et évidemment, la personne vous dit non, j'ai pas aimé ce film est nul, j'aime pas ce. Et là, vous pouvez commencer à discuter. Parce que si la personne vous dit « j'aime pas le vin rouge », je vais dire « je vais t'en mettre du vin rouge, tu vas me goûter ce vin rouge, etc. » La personne va se dire « non, il est fou, elle est folle. » Voilà. Mais vous pouvez commencer à discuter avec la personne pour vous dire ce que vous avez trouvé beau dans l'œuvre d'art, dans le film. Il va y avoir une discussion qui va s'ouvrir. Parce que vous avez l'espoir de faire partager le sentiment de la beauté que vous avez éprouvé. Ça veut dire, nous dit Kant, qu'il y a une universalité, non pas de fait, il n'y aura jamais une unanimité, mais une universalité peut-être de droit. Vous pouvez attendre peut-être que les autres éprouvent ou voient ou perçoivent la beauté que vous avez vue dans une œuvre d'art, dans un film, dans un moment que vous avez vécu. Ça veut dire c'est un sentiment qui est communicable. C'est pour ça que Kant aboutit à une célèbre formule, il dit « est beau ce qui plaît universellement, sans concept ». Sans concept parce qu'on ne le définit pas, universellement parce qu'on a l'espoir de pouvoir le partager, et c'est ce qui plaît parce que ce n'est pas forcément ce qui fait plaisir. Parfois on est devant quelque chose, ça ne nous fait pas plaisir, mais on dit objectivement c'est beau. Mais on n'éprouve pas un énorme plaisir. Je ne sais pas, vous visitez un édifice, un bâtiment, vous n'avez pas envie d'être là, surtout les enfants. Ils peuvent dire devant l'édifice, oui c'est beau. Ils n'ont pas envie d'être là, ça ne leur fait pas plaisir, mais il y a un jugement esthétique, une appréciation. Ils peuvent reconnaître la symétrie, l'harmonie des proportions. Donc, oui, la beauté, elle est subjective, elle a une part subjective, mais elle est quand même intersubjective. C'est pour ça qu'on va en discuter ce matin ensemble. On va pouvoir communiquer sur notre sentiment de la beauté. Ça, c'est très important parce que c'est quand même le fondement de la discussion possible. Alors après, est-ce qu'elle est objective? Ça, c'est encore un autre débat que je vais laisser de côté parce que pour des auteurs comme Platon, la beauté, c'est une révélation. Elle nous révèle quelque chose qui ne dépend pas que de nous, en fait, la beauté. Elle nous révèle un sens sur le monde, sur le cosmos, sur la réalité, sur une vérité immatérielle qui nous dépasse. On a parlé un peu pendant les cours, la beauté, c'est pas que mon jugement, si vous voulez. La beauté, il y a quelque chose qui me touche, mais qui me vient aussi d'ailleurs, qui m'appelle à autre chose. Bon, ça, c'est tout le thème de la réalité objective, de quelque chose qui se révèle à travers la beauté. C'est le thème de l'absolu, parce que si la beauté est subjective, elle est que relative à moi, bien sûr. Mais la beauté, c'est aussi un absolu peut-être. Donc, mais ça, c'est une question que pour l'instant, je laisse de côté. Donc, on va partir sur deux idées, si vous voulez bien. Un, que la beauté
pas simplement subjective, mais intersubjective, c'est pour ça qu'on va en discuter ce matin, et 2, surtout que la beauté est une valeur, parce que c'est l'objet d'un jugement de valeur. Et on va discuter, c'est le thème de la question de ce matin, de la valeur de la beauté dans nos sociétés contemporaines. Ça marche? Vous êtes d'accord? Bon. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Alors ma question est très simple, il faut quand même... je laisse de côté pour l'instant la notion de tromperie, la notion qui est liée à l'illusion, la fausse promesse. Peut-être la beauté promet plus qu'elle ne donne hein, finalement. Mais bon, je laisse de côté la dimension de tromperie. Je me concentre d'abord sur la beauté. Quand vous avez vu le titre ou quand on vous parle de beauté, à quoi est-ce que ça vous fait penser, la beauté? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quels sont les différents types de beauté auxquels vous pensez? En laissant de côté pour l'instant la question de la tromperie. De l'illusion, de la fausseté, de l'infidélité, en laissant cette question morale de côté pour rester sur, je dirais, l'esthétique. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de beauté? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? À quoi est-ce que vous pensez? Quels sont les différents types de beauté qui vous touchent, qui ont pu vous toucher? Parce que moi j'ai des propositions à vous faire, mais j'ai pas envie non plus comme un rouleau compresseur de monologuer comme ça. Oui, Nina. Une évidence. Une évidence. Oui. La beauté est une évidence. Ah, c'est presque une révélation, quoi. Quand elle nous frappe. Oui. D'accord. Ah, ça c'est intéressant, ça. C'est le caractère. Quand on est frappé par la beauté, on peut pas. Il y a au moins quelque chose de. Vous avez entendu parler du syndrome de Stendhal? Ah oui, un Oui. petit peu. Alors je suis souvent interrogé aussi par les personnes sur les compétences personnelles. Je suis souvent mis en défaut. Et voilà, oui, tout à fait. Oui. Alors le syndrome de Stendhal, alors c'est intéressant parce qu'il écrit un livre qui s'appelle Rome, Naples et Florence, hein, qui est apparu en 1826. Et dans le tome 2, alors il dit un truc qui sort de l'église de Santa Croce qui est à Florence. Alors c'est très beau, il y a le tombeau de Galilée qui se trouve dans l'église Santa Croce et il sort de Florence. Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'il en fait des caisses? Peut-être un petit peu, c'est Stendhal. Mais il dit, il y a les fresques de Giotto, il sort, évidemment à Florence, c'est la ville, je crois, d'Italie où il y a, hormis Rome, mais je crois que c'est là où, du fait du musée des Offices, du fait du musée de l'Académie, où il y a les œuvres de Michel-Ange, il y a le plus de concentration d'œuvres d'art, hein, je crois. Hein. Il sort et il se sent vaciller, il dit la vie, c'est comme si elle me quittait, il se sent mal en fait. Et il y a Graziella Margherini, qui est une historienne, je crois, de l'art italienne, qui a écrit La Sindrome di Stendhal, parce qu'en italien, le syndrome, c'est au féminin. Je dis ça, je dis rien. La Sindrome di Stendhal, et le titre, la suite du titre, c'est Il malessere del viaggiatore di fronte alla grandezza dell'arte. Ça veut dire le mal-être du voyageur confronté à la grandeur de l'art. Alors, il y a l'évidence, mais une évidence peut être trompeuse. C'est pour ça que c'est intéressant, cette évidence, parce que il y a des illusions d'optique, il y a des évidences, il y a des fausses évidences. Tout d'un coup, on voit un truc, on se dit, mince, mais je me suis trompé. Mais la beauté, c'est peut-être quelque chose qui nous frappe, c'est une évidence. Mais quand vous m'évoquez le syndrome de Stendhal, ça veut dire que la beauté, elle peut être bouleversante aussi. Est-ce que vous avez déjà éprouvé ce sentiment d'être bouleversé par la beauté? Pas peut-être au point d'être mal, hein, je ne dis pas ça, mais est-ce que vous avez été déjà bouleversé par la beauté? Et si oui, par quelle beauté? C'est pas n'importe quelle beauté qui peut bouleverser. Il y a quelque chose un peu presque de mystique à entendre là. Ok. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, ça renvoie à un concept, à une distinction que Kant fait entre le beau et le sublime. Alors le sublime, c'est encore un autre jugement de valeur. Dans le sublime, il y a quelque chose, pas d'écrasant, mais Kant mentionne par exemple la montagne, mentionne la force de l'océan. Tout d'un coup, il est face à un spectacle, il y a quelque chose qui est beau peut-être, mais qui a une ampleur qui fait qu'on passe un seuil de qualitatif, et on dit c'est sublime. Il y a quelque chose qui nous... Non, c'est pas raisonnable la beauté. C'est pas raisonnable. La beauté, c'est pas raisonnable justement la beauté, parce que si c'était un concept, peut-être on pourrait la définir, la raisonner. Justement, c'est un des thèmes je vous donne la parole, monsieur, l'un des thèmes de Kant sur notamment ce qu'il appelle le génie. Il y a 3 caractéristiques du génie pour Kant, dont sa capacité à produire des œuvres innovantes.
Il y a évidemment l'originalité du génie, mais il ne suffit pas d'avoir de l'originalité, de l'inventivité, il faut aussi que ce soit exemplaire. Il y a l'exemplarité, c'est-à-dire à un moment quelqu'un fait quelque chose dont les autres vont s'inspirer pour en tirer des normes, après ça devient de l'académisme, bien sûr. Donc il y a l'originalité, il y a l'exemplarité, il y a une dimension incompréhensible, parce que contrairement aux arts techniques qui ont pour but de produire un effet et qui reposent, je sais pas, l'ébénisterie, la mécanique, sur comment dirais-je, une production d'effets dont les règles sont techniques, les règles de l'art en fait sont inventées à mesure que des œuvres nouvelles sont produites. Et il y a un caractère inexplicable dans l'inventivité, puisque ça vient de la nature du tempérament de la personne qui invente en même temps les règles. Donc il y a l'originalité, il y a l'exemplarité, il y a une part de caractère incompréhensible qui est liée à la dimension géniale à un moment d'une artiste ou d'un artiste. Mais alors ce que tu dis est très fort, parce que ça veut dire que tu as vécu le syndrome de Stendhal, que tu as vécu ce moment un peu viscéral où on est un peu face à une beauté qui est bouleversante pour nous. Et en même temps, tu mentionnes un exemple qui est aussi très célèbre, qui est le Parthénon. Alors le Parthénon, là du coup je suis obligé d'introduire cette notion trompeuse, parce que le Parthénon, les colonnes ont été faites de façon trompeuse, puisqu'elles ont été bombées, ce qu'on appelle l'entasis dans l'architecture, parce que les Grecs savaient que si on faisait une ligne parfaite, vue de loin, la silhouette a tendance à s'amincir, à se creuser. C'est un effet d'optique vu de loin. Si on fait une ligne droite à plomb, on va voir le pylône qui va être creusé. Donc ils les ont bombés pour produire l'impression d'une perfection, mais qui est illusoire. Et les cariatides auxquelles tu faisais référence, c'est l'Érectéion qui est sur le Parthénon, qui sont ces cariatides qui portent une partie de l'édifice qui est à côté. Ouais. Tout à fait. Il y a cette beauté. Alors, il y a le visible et il y a l'invisible, parce que comme disait Mona, il y a le visible du mont Sinaï et il y a quelque chose d'impalpable aussi qui l'entoure. Et puis après, il y a les beautés invisibles. D'abord, les beautés qui sont incorporelles, qui sont les beautés de la musique, et puis après il y a la beauté de l'âme, ça je vais y venir, qu'est-ce que c'est qu'être une belle personne? Tout à fait, oui. Alors c'est très intéressant parce que on va du visible vers l'invisible, on est parti de l'évidence sensible ou pas, on a parlé d'une dimension même bouleversante, on a parlé à la fois d'une beauté visible et en même temps de quelque chose d'un peu mystique, d'impalpable. On a évoqué les beautés qui ne sont pas visibles, qui sont les beautés de l'harmonie, de la musique, de la mélodie, etc. Et là, vous évoquez, Céline, ce qu'on appelle un beau moment, qui est à la fois dans les choses visibles et en même temps, vivre un beau moment, c'est pas uniquement le résumé de ce qui est visible. Puisque même, comme vous le disiez, il peut y avoir des choses qui ne sont pas jolies, mais c'est un beau moment quand même. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc on va vers quelque chose finalement de plus invisible dans la beauté. Ça qui est, c'est pour ça que Platon disait que la beauté, elle n'est visible que par les yeux de l'âme en fait. Oui, oui. La beauté, c'est intéressant le terme que vous dites. La beauté, elle transcende un moment. C'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure quand Franck parlait avec provocation de la déchetterie, parce que l'art, c'est aussi ce qui permet de faire une belle œuvre avec du lait. C'est-à-dire, c'est le paradoxe de l'art d'arriver à faire une belle œuvre avec du lait. C'est un grand paradoxe de l'histoire de l'art, parce qu'il transfigure, il sublime, il transcende justement l'objet qu'il représente. Puis après, il y a effectivement le fait de sublimer, on parlait de sublime tout à l'heure, un film, il peut sublimer une vie, il peut sublimer, il la résume, il l'intensifie, effectivement. Ça me fait penser à une phrase de Schopenhauer qui disait « Toute chose est belle à voir et difficile à être ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension de tromperie. Là, on est un petit peu dans la tromperie déjà. Dans la représentation, c'est quand on représente quelque chose, souvent on l'esthétise. Mais quand on la vit, elle est vécue autrement que comme elle est représentée. Toute chose est belle à voir et difficile à être. C'est-à-dire que quand on est dans le sentiment de l'être qui vit la chose, on n'éprouve pas la beauté du spectateur qui la regarde et qui l'esthétise. Donc il y a, dans cette distance du spectacle et de la contemplation, à la fois une transfiguration, mais peut-être aussi une tromperie sur la vérité de la vie, parce qu'elle n'a pas été vécue telle qu'elle est représentée. Vous voyez, on est un peu dans cette ambivalence. Effectivement, alors là on arrive, comme je vous disais, la beauté elle est de plus en plus invisible. Il est beau, la vérité est belle. Il est beau de connaître la vérité. Elle est douloureuse, la vérité, parfois. Elle est difficile. Mais, par exemple, pour quelqu'un comme Platon, il est beau de connaître la vérité. Parce que la vérité, elle offre un regard qui est justement défait des illusions. Donc, la beauté, si on la poursuit,
Il y a des beautés trompeuses qui sont faites d'illusions, mais il y a des beautés qui sont de plus en plus invisibles. À mesure que je vous écoute, elles sont de plus en plus invisibles. On a parlé du corps, on a parlé des œuvres d'art, on a parlé du sentiment mystique, de la musique, des beaux moments, c'est déjà plus immatériel. On parle, on a parlé des belles personnes, de la beauté morale, je l'ai évoqué rapidement. On parle de la beauté de la vérité. Platon dit à ce moment-là, et c'est dans le banquet qu'il raconte ça, c'est une femme qui lui a révélé le sens de la beauté et de l'amour, qui s'appelle Diotime, qui est une prêtresse d'une ville en Grèce qui s'appelle Mantinée. Et dans le dialogue, il l'appelle la prêtresse de Mantinée. Et c'est elle qui lui révèle le sens de l'amour. Hein. C'est une femme qui lui révèle le sens de l'amour. Et il dit ça pendant le banquet, et il dit après la beauté de la vérité, quand on a compris que la beauté est invisible, que c'est les yeux de l'âme qui voient la beauté, même incarnée par le corps. Il ne nous reste plus qu'à aller dans le dernier stade de l'ascension pour Platon, qui est de comprendre que la beauté est un absolu, que la beauté est une vérité éternelle, etc. Ça, c'est le seuil dernier. Mais là, on reviendrait à notre discussion sur la beauté, réalité objective ou pas. Mais en tout cas, on voit que la beauté nous conduit vers quelque chose d'invisible. Profondément. Oui. À l'imperfection, c'est intéressant parce que ça renvoie à la fois sur le domaine physique au thème des défauts charmants. Hein, le thème des défauts charmants, c'est-à-dire des défauts qui donnent du charme, et sur la dimension d'imperfection qui crée peut-être un charme dont la beauté est dépourvue, parce qu'une beauté peut être froide, elle peut être glaçante, une beauté peut être vraiment ne pas être attrayante. Il y a une différence entre l'attraction et la beauté, justement. Hein. C'est des notions qui sont différentes. Pardon ? Le poème de Baudelaire, la beauté. Oui, alors je ne l'ai pas en tête. Il peut y avoir, il y a même une expression de Baudelaire, toute beauté est scandaleuse même. Il y a quelque chose. En tout cas, elle peut être froide. Ah oui, voilà, tout à fait. Oui, elle peut être effectivement. Oui, elle peut être glaçante. Elle peut être. Et on peut ne pas être attiré par des personnes qu'on trouve insipides, mais qui sont belles. Et puis après, c'est la question du caractère, du charme dans les défauts charmants. Donc même sur le plan physique, il y a une dialectique entre perfection et imperfection. Mais effectivement, on va en venir à cette question de la beauté contemporaine, de la norme contemporaine de la beauté qu'on nous propose, et de ses effets, c'est sûr. Oui, la beauté n'est pas forcément un instantané. Et alors que l'instantané de la photo, c'est la beauté plastique qu'on met sur Instagram où la laideur est interdite, vous savez, voilà. Donc, alors justement, effectivement, il y a ce thème de la norme contemporaine de la beauté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Moi, j'ai tendance à dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, il y a un impératif de beauté. Dans le monde contemporain, la beauté a tendance à être partout, où on voudrait qu'elle soit partout, je sais pas, dans les publicités, dans les affiches, sur les réseaux sociaux, dans le choix des présentateurs, des présentatrices, qui sont choisis après certaines normes, on est sensible ou pas, mais qui correspondent à un certain canon, sans doute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces normes contemporaines de la beauté et de ces effets sur nous ? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette notion d'impératif de la beauté ou pas ? Est-ce que ça fait sens pour vous ? Mais vous savez, il y avait eu, je crois, aux États-Unis, une enquête de psychologie sociale. Et il s'était rendu compte, alors je ne sais pas, je n'ai pas enquêté, je n'ai pas creusé la méthodologie de l'enquête, enfin, je ne me suis pas plongé là-dedans, mais il disait finalement, notamment dans le domaine du commerce, que effectivement, les belles personnes, elles vendent plus, quoi. Elles vendent plus. Et ce qui était intéressant, je trouvais c'est que les personnes ils avaient fait une enquête sur les consommateurs, d'enquête de satisfaction, etc., de retour, si vous voulez, sur les ventes, etc. Et il disait finalement, ce vendeur, il disait pas belle, au bout, il disait « Ah, elle est sympa ». C'est-à-dire qu'il mentionnait un qualificatif moral qui masquait une réalité physique. Et le fait est qu'il vendait plus. Alors, effectivement, c'est une discrimination. C'est pas la marque Abercrombie qui, vous savez, c'est une marque de... Ah d'accord, je l'ai pas vu. Mais il n'y avait pas... moi, je suis pas spécialiste des ventes de magasins, notamment pour les jeunes, Abercrombie. Quand j'étais allé, mon frère à un moment a vécu à Londres, j'étais allé, moi j'avais été stupéfait, j'étais complètement tombé des nues, je suis un peu déphasé. Je rentre dans un magasin, il y a des jeunes hommes torse nu. Alors je me dis, mais c'est étonnant, parce que ils vendent des jeans, alors je me dis, bon, c'est un peu, voilà, c'est le monde postmoderne, donc je m'adapte. Je suis dans les allées, il n'y a pas de souci. Et il y a des filles qui sont quasiment, enfin, je veux dire, elles sont quasiment en sous-vêtements.
Alors là, je me dis, c'est très bien ce magasin. Bon, écoutez, voilà, on va rester, on va quand même regarder un peu ce qu'ils vendent, parce que c'est quand même une marque intéressante. Et là, c'est mon frère qui dit, oui, c'est Abercrombie, ils recrutent. Et c'était des jeunes, voilà, entre 20 et 25 ans. Et puis, ils étaient torse nu, voilà, et ça marchait à fond. Et les gens venaient consommer, acheter. On vendait la marque qui était associée à un certain type esthétique. C'est très intéressant, cette notion de... Non, mais la question est vraiment bonne et la réponse est intéressante aussi. C'est-à-dire, est-ce que la beauté n'est qu'un sentiment humain ou bien est-ce que la beauté, comment dirais-je, a une pertinence fonctionnelle? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des belles fleurs qui attirent les insectes pour se refermer. Il y a... J'ai distingué la beauté de l'attraction, c'est pas la même chose, mais la beauté peut être aussi attrayante et elle est liée à la conformation, la structure d'une espèce, etc., qui est pleinement accomplie, qui est valide. Donc il y a peut-être aussi dans la beauté un aspect fonctionnel dans, au moins on pourrait dire, un être qui est pleinement accompli ou qui accomplit pleinement son espèce, qui comment dirais-je, qui n'est pas estropié, il accomplit d'une certaine façon une certaine forme d'idéal de ce qu'est son espèce, etc. Donc il y a peut-être l'idée que la beauté, c'est ce que l'humain ressent comme beauté, hein, que peut-être dans le monde animal, c'est évidemment pas formulé comme ça ou ressenti comme ça, a une fonctionnalité qui après chez l'être humain devient un sentiment, etc. Mais je voulais réagir d'abord sur ce qu'a dit Eric, parce que Eric a dit une bagnole c'est une bagnole, une caisse c'est une caisse. C'est vrai, mais c'est vrai tout à fait. Et ça, c'est vraiment le regard désenchanté sur le monde du commerce, ou du marketing. Mais il y a la fameuse théorie, comment dirais-je, du désir mimétique de René Girard. Et René Girard, il dit la chose suivante sur le désir. Il dit le désir, et c'est son illusion. C'est pour ça qu'il y a une notion de tromperie, hein, si on veut. Le désir ne va jamais du sujet qu'il éprouve vers l'objet pour lequel il l'éprouve. Il passe par un médiateur, une médiatrice. Il est triangulaire, en fait, le désir. Ce médiateur, cette médiatrice de notre désir, c'est la personne qu'on prend en modèle. Tous, on vit dans une certaine culture, une certaine civilisation, on se fait certaines idées sur la vie, de ce qu'est une vie accomplie ou de ce qui n'est pas une vie accomplie. Alors, nos modèles peuvent être diamétralement opposés. Vous pouvez vivre dans la même société, prendre comme modèle de la vie, de vie accomplie, le dépouillement. Et vous pouvez prendre comme modèle de vie, je dirais, le consumérisme le plus excessif. Il y a différents modèles de type de vie qui ont pour synonyme l'accomplissement. Et ces modèles, prêtez bien attention, René Girard nous dit, ces modèles qui sont des médiateurs, qui nous indiquent ce qu'il faut désirer pour être accompli. Ces modèles ou ces médiateurs, ces médiatrices, ça peut être des stars d'Hollywood qui vivent dans des villas, qui sont célèbres. Ça joue beaucoup quand on est jeune. Souvent, on veut être aimé, apprécié, adulé, sous le feu des projecteurs, etc. Ils choisissent de belles personnes. Ils vont être médiateurs des objets qu'on va désirer. Pourquoi ? Parce que ces personnes soit possèdent des choses, soit désirent elles-mêmes posséder des choses. Et donc, si on veut leur ressembler, désir mimétique, mimésis en grec, ça veut dire l'imitation. On va vouloir rivaliser avec notre modèle pour être accompli comme eux. Et donc, on va vouloir posséder les choses qu'ils possèdent ou désirer posséder les choses qu'eux-mêmes désirent. Et donc, en passant par cette médiation, on va désirer un objet. Ce qui le montre, c'est par exemple le phénomène, souvent je cite cet exemple qui est aussi cité par René Girard. René Girard, il prend même des exemples dans le monde des primates. Il y a un enfant qui a une balle, il y en a un autre qui passe qui a une autre balle. Il va lâcher la balle pour aller prendre la balle qui est à l'autre. Elle est beaucoup plus intéressante, elle est possédée par l'autre. C'est ça qu'il faut avoir. C'est pas la balle que j'ai, d'accord ? Donc, le désir mimétique, c'est le désir qui va se porter sur un objet par la médiation de ce qui est un modèle, qui nous apprend quoi désirer. La grande illusion, notamment concernant la beauté, c'est que effectivement la beauté, c'est une évidence. On est devant un objet, on dit « qu'est-ce que c'est beau ?» Mais derrière cette évidence, on croit qu'il n'y a qu'une relation entre moi et l'objet. Mais en réalité, il y a toute, comment dirais-je, une culture, une civilisation, un ensemble de modèles, comme disait Claude, que j'ai intégré, qui m'a appris ce que c'était que la beauté. Et donc, quand je tombe devant, évidemment, je désire cet objet ou cette chose, parce que je la vois belle. Mais cette évidence du rapport entre moi et l'objet, elle est trompeuse parce qu'elle me masque la médiation de quelque chose. Alors, il y a une phrase très, très belle, très intéressante, qui est aussi un peu rigolote, de Paul Morand, qui dit à un moment, dans un roman, « Elle était belle, parle d'une femme, comme la femme d'un autre. »
Oui, parce qu'elle appartient à un autre, elle est désirée par un autre. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un, je parlais des stars, ils sont sous le feu des projecteurs, ils sont d'autant plus désirables qu'ils sont désirés par beaucoup de gens. Ça devient des objets de désir collectif. Ils sont sur une affiche, ils sont désirés par beaucoup de... Ils sont sous le feu des projecteurs, ils deviennent désirables. Donc on finit par désirer ce qu'eux-mêmes désirent. Et c'est pour ça que Georges Clooney, quand il se sert un café, on se dit mais c'est ce café qu'il me faut. C'est évident. Enfin, je veux dire, la question ne se pose pas. Si Georges Clooney, il a ce café, c'est effectivement ce café, il est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le désir mimétique concernant la beauté, c'est de dire, et là je reviens à la voiture, que quand on achète une voiture, on achète un rêve aussi. Pourquoi les gens rêvent sur des voitures? Parce qu'ils arrivent devant la voiture, effectivement c'est une caisse, c'est vrai, mais elle roule, mais elle a un design, elle appartient à un imaginaire collectif. Et donc vous achetez un peu de ce prestige de cet imaginaire collectif quand même. C'est masculin, ça, quand même. C'est très masculin, mais on a cité le café. Oui, le café, c'est plus universel, mais la voiture, c'est plus... C'est vrai. Peut-être. Le désir mimétique de ce qu'on aimerait être. Mais justement, c'est là qu'est le domaine un peu de la tromperie, de la publicité trompeuse ou publicité mensongère. C'est que on vous vend un idéal derrière le produit, de ce que vous croyez être, de ce que vous voulez être, de ce que vous aimeriez être à travers des stars, des personnes qui sont bien faites. Et il y a le rêve de pouvoir être cette personne ou un peu de ce qu'on suppose qu'elle est à travers effectivement cette chose. Ça fait partie de l'inconscient collectif et effectivement de ce qui fait marcher cette attirance. Parce qu'effectivement, elles n'ont plus cette capacité de reproduction. Ah, ça vous pensez que c'est lié Alors attendez, parce que là, si on commence sur ce... Alors là, attendez, parce que là, on va dériver sur... Alors attendez Isabelle, parce que... pas de pavé dans la mare, parce que là, j'ai déjà d'autres questions. Si vous me lancez sur la différence d'attraction, la différence d'attractivité des hommes et des femmes dans le temps liée à un enjeu de reproduction, c'est une thèse qui est formulée souvent pour expliquer le fait que les hommes peuvent se reproduire jusqu'à la fin, alors que les femmes, évidemment, ne peuvent, à partir d'un moment, plus se reproduire. Mais là, je mets de côté cet aspect, si vous le voulez bien, parce que j'ai envie de survivre aussi à cet atelier. Et quand même, on va avoir une journée à vivre aussi après. Et aussi, parce que j'ai quand même d'autres questions sur les normes de beauté actuelles. Oui, c'est net. Vous avez été d'accord avec cette idée qu'il y a un impératif de beauté dans le monde contemporain, à travers, on a dit, les publicités, le marketing, les réseaux sociaux, les séries, le choix des acteurs, des actrices, des présentateurs, des présentatrices, de ce qu'on met en ligne, etc. Il y a cet impératif, et cet impératif, il est lié à un enjeu notamment marketing, marchand, mercantile, du fait que la beauté, en tout cas une certaine beauté, fait vendre, et elle fait vendre aussi par une promesse un peu trompeuse, qui est la promesse de consciente ou inconsciente. J'ai parlé d'inconscient collectif, d'un imaginaire collectif qui est derrière la chose qu'on désire et qui nous est vendue par une belle personne, ou une supposément belle personne. Mais je vous ai posé une question tout à l'heure, vous êtes un peu malin parce que vous n'avez pas répondu. Vous avez tous une idée en tête, vous voulez absolument la dire. Alors je sais qu'il y a encore 2 interventions là qui étaient un peu en suspens. Il y a que dire de la norme actuelle de la beauté et de ses effets. Qu'est-ce que ça produit, cet impératif? Parce qu'on a parlé de la façon dont ça fonctionne, on a parlé de son efficacité, on a parlé du caractère commercial ou mercantile, du fait que ça marche, ça fait vendre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des effets de cet impératif de la beauté? Qu'est-ce que ça produit sur les individus? Moi, j'ai en tête quand même certaines choses. On n'a pas parlé de chirurgie esthétique, on n'a pas parlé de retouche photo, on n'a pas parlé de ce type de choses. Pardon? Du maquillage. Alors, maquillage, Alors, il y a aussi le thème du maquillage. Alors, on vit une société quand même paradoxale, parce que vous me lancez sur le maquillage, c'est intéressant, Franck, parce qu'on vit une société du naturel, du retour à la nature, de l'écologie, etc. Et le maquillage, c'est quand même un artifice. Alors, comment réconcilier cet intérêt pour l'artifice et ce goût pour le naturel? S'exprime différemment. On a une vision naturaliste presque de l'être humain. L'être humain, c'est de la nature transformée, quoi. Ouais, un peu plus sophistiqué. Très intéressant ce thème du maquillage, et après je donne la parole, de dire que finalement, les animaux, ils se camouflent. Ils utilisent des faux semblants, ils utilisent des tromperies, ils changent, pour penser aux caméléons, c'est pas du maquillage, mais ils peuvent changer de couleur, ils utilisent des illusions, ils utilisent la tromperie.
c'est une tromperie. Ah, parfois le camouflage, notamment dans la prédation, on fait croire que il y a de la survie bien sûr. Une tromperie ont cette idée de vouloir manipuler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi j'ai un exemple sur la tromperie, on m'a raconté quelque chose sur le corbeau qui... C'est l'intention, c'est le but. Ça ne veut pas Ouais. dire que le moyen n'est pas la tromperie. Oui, alors moi j'ai dit la tromperie, mais parce que il y a des exemples chez les animaux. On s'est rendu compte, par exemple, les corbeaux, ils font semblant de cacher quelque chose quelque part, ils se cachent, puis ils regardent les autres chercher. Et apparemment, ça les amuse. Donc, ils sont assez malins là-dessus. Je pense qu'il y a vous savez, les animaux qui font semblant de boiter pour tromper leurs concurrents, et puis au moment de l'attaque, ils sont pas blessés. Donc, il y a des faux semblants, il y a du camouflage, c'est peut-être pas de la tromperie, hein, mais en tout cas. Juste avant de donner la parole, il y avait deux interventions en suspens. C'est intéressant ce thème du maquillage. Une réflexion de Baudelaire dans son éloge du maquillage. Ça ne va peut-être pas plaire parce que c'est pas peut-être conforme à la mentalité du temps, mais je la mentionne quand même à titre de réflexion. Baudelaire s'adresse aux femmes, en tout cas parle des femmes, et il dit la chose suivante, on fait à tort un reproche aux femmes de se maquiller et de ne pas être naturel. Et Baudelaire dit non seulement on leur fait un reproche qui est un reproche à tort, mais en plus le maquillage ne doit pas avoir pour but de singer le naturel ou d'apparaître comme une fausse nature, c'est-à-dire un maquillage assez léger pour pouvoir tromper par son apparence de naturel. Baudelaire dit la chose suivante, il y a une dualité dans le maquillage, il pense au maquillage féminin, mais ça pourrait être le maquillage masculin dans d'autres contextes culturels. Il dit d'un côté, les femmes ont tendance à uniformiser leur teint avec ce qu'il appelle de la poudre de riz, nous c'est le fond de teint, et à marbrer leur teint, lui donner une uniformité qu'il n'a pas en gommant les aspérités de la nature. Et du coup, ça leur donne un côté statuaire, quelque chose qui n'est pas vivant. Puisque le vivant, c'est les aspérités, c'est le grain de la peau, c'est l'inégalité, l'imperfection. Mais en même temps, Baudelaire nous dit qu'il y a une dualité parce qu'il y a quelque chose qu'elles font qui est diamétralement opposé. C'est qu'elles renforcent le rouge, ou elles surlignent leurs yeux, elles donnent une vivacité non naturelle à leur visage. Et il dit, on pourrait croire qu'il y a une dualité qui est contradictoire, mais en réalité, les deux choses qui tirent dans des sens différents, l'un peut-être pour donner, je dirais, une uniformité qui n'est pas dans la nature et qui aurait tendance peut-être à uniformiser le teint et le rendre un peu semblable à une forme de statuaire, et l'autre qui a tendance à vivifier de façon excessive le visage. Il dit en fait le but est le même, c'est de dépasser la nature, c'est d'avoir une beauté surnaturelle, qui est là pour charmer, qui est là pour subjuguer, et qui est la grande force des femmes. Pour Baudelaire, hein, il s'exprime dans le contexte de la fin du XIXe siècle, à titre d'esthète. Vous connaissez la fameuse formule, peut-être qui est dans l'éloge du maquillage, dans l'un des textes que je vais vous distribuer tout à l'heure. Il faut se dorer pour être adoré, c'est-à-dire que les femmes peuvent être des objets d'adoration. Pour lui, il s'exprime à titre d'esthète. Voilà, je le dis comme ça. Mais c'est une réflexion sur le maquillage qui, vous voyez, qui est que le naturel, on s'en fiche. Le maquillage est vecteur de puissance pour les femmes. Parce qu'elle leur donne une attraction que la nature ne leur donnerait pas. Hein ? De maîtrise ou en tout cas d'incidence sur le... Elle tue la beauté au final. Tout à fait, il y a effectivement parce que peut-être plus on est dans le conditionnement, dans l'uniformisation, dans le marketing, dans le merchandising, etc., dans la retouche, dans la fabrication de l'image, moins on est dans le sentiment d'une rencontre avec ce qu'est une beauté qui peut être bouleversante, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure des beautés qui vous ont bouleversé, il y a une rencontre tout d'un coup. Ça passe pas par le merchandising uniquement, je veux dire, il y a quelque chose qui d'un coup vous saisit. Alors je voulais poser une question, et sinon vous êtes prioritaire sur cette question. Vous avez vu, je suis un peu commerçant aussi. Une question qui me semble importante quand même, je ne voudrais pas qu'on passe à côté, c'est est-ce que la beauté sert parfois à cacher une laideur morale ? C'est un grand thème de l'histoire de la culture. Je vais vous prendre deux exemples. Ça peut paraître comme ça un peu farfelu, mais j'en ai parlé un petit peu, je crois que c'est avec Isaac, j'en ai parlé il y a quelques temps. Je lui avais pris l'exemple, on parlait d'un peu de l'atelier qui allait avoir lieu, et je lui ai dit, mais j'ai pensé à Alain Delon, je lui ai dit, il y a le thème du beau salaud. Thème du beau salaud, il y a une image qui m'est revenue, c'est dans Mélodie en sous-sol. Je ne sais pas si vous connaissez le début, il joue un petit malfrat qui va être recruté par Jean Gabin pour faire un coup sur la Côte d'Azur, il est recruté pour son physique.
Il a pour but de séduire, je crois, une danseuse pour avoir accès, pour faire le coup. Et c'est un petit malfrat, sa mère souffre du fait que effectivement il a une vie décousue et voilà, c'est un bon à rien, quoi, d'une certaine façon. Et je crois qu'elle lui dit dans le film tu me feras mourir de chagrin. Et il la regarde et lui dit mais c'est bien, comme ça on ne retrouvera pas l'arme du crime. C'est horrible. Mais pourquoi Alain Delon était très attirant à l'époque? Dans Plein Soleil, il joue un salaud. Dans Mélodie en sous-sol, il joue un salaud. L'ambiguïté. Ah ouais, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Alors, je prends l'exemple du beau salaud, mais il y a d'autres exemples dans l'histoire de la culture. La beauté qui cache une laideur morale, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que c'est un thème? Puisque souvent, on associe la tromperie de la beauté à ce qu'elle cache, ou à ce qu'elle cherche à cacher, pas simplement ce qu'elle cherche à nous vendre à titre de publicité mensongère. Vous connaissez le portrait de Dorian Gray. Oui. À un moment, il décide, il aime tellement sa beauté, et il voit que quand il commet un acte de laideur morale, c'est son portrait qui vieillit. Il décide de cacher le portrait. Effectivement, il est hanté par cette laideur morale qui se dépeint sur son portrait et lui reste intact, il traverse les âges. Il y a le contraire aussi, Quasimodo, qui est très laid, Et oui. et qui est d'une grande Et c'est Phébus qui est d'une grande beauté, d'une laideur morale, et Esmeralda, elle aimerait bien la fusion. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être à la fois beau physiquement et beau moralement? Je termine juste, c'est pas pour faire de la provocation inutile, mais il y a la beauté, on a discuté du fait de la caractère de la tromperie, est-ce que la beauté cache quelque chose ou pas? Moi j'avais pensé aussi, vous savez, à la beauté comme mortifère, hein, dans Blanche-Neige, c'est le conte de Jacob et Wilhelm Grimm. Vous savez, Blanche-Neige, quand elle pose la question au miroir, « Petit miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Et le miroir lui dit, « Vous êtes la plus belle ici, ma reine. » Et il dit, « Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Et là, le texte des Frères Grimm nous dit qu'elle est bouleversée à chaque fois qu'elle voit Blanche-Neige, elle ne peut pas la supporter. Donc la beauté, elle est aussi mortifère, parce que, évidemment, elle est liée forcément à la jeunesse et qui passe. Voilà, nous, on peut jouer de la beauté, mais la beauté qu'on incarne, elle est aussi transitoire. Et puis, alors ça c'est pas pour faire de la provocation inutile, mais dans beauté et tromperie, il y a aussi forcément la célèbre scène qui se trouve dans le Don Juan de Molière, dans l'acte 1, scène 2, vous savez, Sganarelle, il dit à Don Juan, je n'approuve point votre méthode, je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés, comme vous faites. Et Don Juan, il lui répond sur la beauté justement des femmes, et c'est un argument qu'il cite pour la tromperie, enfin pour ce que nous on penserait être la tromperie. Et il lui dit que c'est un faux honneur de se piquer d'être fidèle. Pourquoi? Parce que Don Juan, il se sert de la beauté justement pour dire que la beauté nous ravit. Donc si la beauté nous ravit, on se laisse emporter par la beauté. Puis il ajoute une chose, vous savez, c'est la fameuse phrase « Toutes les belles », on pourrait mettre au masculin, hein, « Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point retirer aux autres, dérober aux autres, hein, les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, il a été rencontré avant. Il y a tous les autres, il y a toutes les autres. Ça veut dire quoi? La beauté nous ravit, la beauté c'est une qualité qui est digne d'être reconnue et donc digne d'être aimée, puisqu'elle est aimable. Et donc, beauté et tromperie, c'est un argument qui est utilisé par Don Juan dans cette célèbre scène pour dire, mais ce que vous appelez la fidélité, c'est en fait une injustice. Parce que ça nous fait rester fidèles à une beauté qu'on a rencontrée d'abord, et ça nous fait ne pas rendre justice à toutes les beautés qu'on va rencontrer ensuite. Et donc, ce que vous nommez, vous savez, c'est la fameuse phrase « la constance n'est bonne que pour des ridicules ». Hein, donc, voilà, il y a aussi ce caractère ambivalent de la beauté. Oui, j'étais ravi par la beauté, et voilà, elle a un effet sur moi, et bon, je cède à l'effet que la beauté a sur moi, et je lui rends justice, elle est aimable. Donc, il y a aussi cet argumentaire qui est célèbre. Merci à vous, c'était très intéressant de vous entendre. Au plaisir de vous retrouver pour un futur atelier.